Après avoir étudié le diagnostic interne et externe, abordons maintenant dans cette troisième vidéo la stratégie. Commençons par les stratégies de croissance de l'organisation, appelées aussi Corporate Strategy. Trois grandes parties dans ce plan. Tout d'abord la présentation du concept de croissance, puis la croissance à l'échelle de l'entreprise dans sa globalité, et enfin les stratégies d'internationalisation. On peut définir la croissance comme un processus qui vise à l'augmentation de la taille de l'entreprise de manière régulière, planifiée dans le temps, ou de manière discontinue en profitant d'opportunités. Les motivations de la croissance pour une entreprise sont très nombreuses, notamment la recherche d'économies d'échelle, la possibilité d'obtenir un pouvoir de négociation plus important auprès des partenaires, la recherche d'une taille minimum, d'une taille critique, la possibilité d'accès à de nouvelles technologies que ne maîtrisait pas l'entreprise elle-même, d'accès à de nouveaux métiers, l'exploitation d'effets de synergie, un meilleur contrôle des approvisionnements ou des débouchés, la pénétration de marchés étrangers par exemple, ou encore la diminution des risques. Se pose alors la question, quel mode de développement choisir entre croissance interne, croissance externe ou croissance partagée? Commençons par la croissance interne, appelée également croissance organique. En réalité, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, opèrent par croissance interne. Il s'agit de se développer à partir de ses propres ressources et de ses compétences, sans fusion, acquisition avec une autre entreprise. Elle correspond le plus souvent à la croissance des PME. À titre d'exemple, il y a croissance interne lors du développement d'un procédé technologique innovant, par exemple, lors du développement d'une nouvelle gamme, de recrutement de salariés pour un secteur spécifique comme l'internationalisation, la création d'une nouvelle usine, d'une nouvelle structure, d'un atelier, l'acquisition de nouveaux équipements pour l'entreprise. Tous ces exemples font partie de la croissance interne de l'organisation. Pour quelles raisons opter pour la croissance interne? On peut mettre en avant la détention de ressources excédentaires ou de compétences que l'entreprise souhaite davantage utiliser. L'entreprise fait face à des marchés qui sont en développement et l'entreprise n'a pas la taille, les moyens ni l'expérience pour opter pour la croissance externe. Quels sont alors les principaux intérêts de la croissance interne plutôt que la croissance externe? On peut citer le maintien de l'indépendance de l'entreprise, la maîtrise du rythme de son développement et des coûts engagés pour son développement, la préservation du climat social puisqu'il n'y aura pas de risque de doublons sur les postes, et le fait de continuer à exploiter un domaine qui est connu. A l'inverse, se limiter à la croissance interne présente également des risques, notamment un risque de lenteur puisque l'entreprise ne peut grandir que lorsqu'elle dispose elle-même des moyens suffisants, un risque de vulnérabilité face à la conjoncture puisqu'elle est plutôt mono-spécialisée. J'ai pris ici un exemple d'entreprise pyrénéenne, pour ceux qui connaissent, qui doit être près du Pibest. Ce qui m'intéresse, c'était de mettre en avant les différentes décisions de croissance interne qu'elle a menées au fil du temps. Donc on voit ici notamment en 1994 l'investissement dans un centre d'usinage de charpente à commande numérique, 1998 le renouvellement du centre d'usinage de charpente, 2003 un nouvel atelier qui est construit, 2005 le remplacement de la commande numérique, 2009 la construction encore d'un nouvel atelier. Voilà des exemples qui correspondent bien à ce qu'on appelle la croissance interne d'une entreprise. Deuxième possibilité, une entreprise peut grandir par croissance externe. Il s'agit cette fois du développement de l'entreprise par l'acquisition ou par fusion et qui correspond à la croissance des grands groupes ou des grandes entreprises. Pourquoi alors opter pour la croissance externe? Première possibilité, l'entreprise détient des ressources financières importantes et a donc les moyens pour éventuellement racheter une autre entreprise. L'entreprise observe des firmes en difficulté ou sous-valorisées dans son secteur économique, c'est peut-être l'occasion de les racheter. L'industrie connaît des évolutions technologiques rapides et il est peut-être préférable d'y être à deux, d'y aller à deux. Pour faire face à la concurrence, il est peut-être aussi préférable de se regrouper. De même pour pénétrer un nouveau marché en France ou à l'étranger. Mais bien souvent, il s'agit aussi de questions d'opportunités qui se présentent à l'entreprise. Pour illustrer, j'ai pris les trois plus gros exemples de fusion-acquisition sur l'année 2019, entre PSA et Fiat notamment, donc l'objectif de créer une société commune pour arriver au 4e groupe automobile dans le monde. Le français Essilor qui rachète le hollandais Grand Vision
pour avoir ainsi 7000 points de vente de plus en Europe, ou encore Alstom qui rachète Bombardier Transport. Expliquons ici les modalités juridiques de la croissance externe. Il peut s'agir d'une prise de participation. Dans ce cas, l'entreprise A détient un certain pourcentage du capital de l'entreprise B. Il peut s'agir aussi d'une prise de participation croisée entre A et B. Dans ce cas, A détient X% du capital de B, mais B détient aussi une partie du capital de A. Il peut s'agir d'une fusion. Dans ce cas, A et B vont disparaître au profit d'une autre entité, l'entité C, qui reprend tous les actifs et tous les passifs de A et de B. Il peut s'agir d'une fusion-acquisition, nommée parfois FUSAC, ou en anglais Mergers and Acquisitions. Dans ce cas, A plus B deviennent soit grand A, soit grand B. Il peut s'agir d'un apport partiel d'actifs. Dans ce cas, une entreprise apporte à l'autre brevets, savoir-faire, terrain, équipement, ou encore la création d'une filiale commune, ou en anglais une co-entreprise. Dans ce cas, A et B ne disparaissent pas, mais crée en plus une autre filiale C. Sur les marchés financiers, les opérations de croissance externe peuvent se traduire par du ramassage boursier. Il s'agit dans ce cas d'un achat régulier par l'entreprise A des actions de l'entreprise B qu'elle convoite. D'une offre publique d'achat ou OPA. Dans ce cas, l'entreprise A se propose d'acquérir les titres de l'entreprise B à un cours supérieur à la bourse. Ou d'une offre publique d'échange, OPE. Il y aura alors échange de titre A contre titre B, pas forcément sur les mêmes valorisations, ce qui aboutira sans doute à une participation croisée entre entreprises A et B. En résumé, on retrouve l'acquisition, la fusion, la scission, qui est l'opération inverse de la fusion, qui consiste à séparer une entité en deux sous-entités différentes, l'OPA, l'OPE. La participation croisée. La prise de participation, il faut que A détienne au moins 10% du capital de B. Juridiquement, le fait de disposer d'une minorité de blocage signifie que l'entreprise A détient au minimum un tiers du capital de B et dans ce cas empêche la prise de décision. Ainsi, lorsque l'État français prévoit des privatisations, parfois il garde suffisamment d'actions pour pouvoir opérer une minorité de blocage. On parle de filiale lorsque l'entreprise A détient au moins 50% de l'entreprise B. On retrouve encore la co-entreprise ou en anglais joint venture lorsque A et B créent une entité supplémentaire C, notamment pour pénétrer les marchés, surtout sur l'Asie. Enfin, la holding est la branche financière du groupe. En synthèse, pourquoi opter pour la croissance externe ? Elle permet l'acquisition rapide de parts de marché sur de nouveaux métiers. Elle est beaucoup plus rapide à mettre en œuvre pour une entreprise. On atteint plus rapidement la taille minimale. L'entreprise va bénéficier d'effets de synergie du fait des autres entreprises avec lesquelles elle s'est alliée. L'acquisition de nouvelles compétences, elle va ainsi mieux répartir aussi les risques. Parfois, ça lui permettra de contourner des barrières pour pouvoir pénétrer un marché à l'étranger en s'alliant avec une entreprise déjà présente sur ce nouveau pays. Et globalement, elle a plus de puissance face aux concurrents restants. Plusieurs limites cependant, l'entreprise qui s'est fait absorber bien sûr a perdu son indépendance. Pour pouvoir faire une fusion, il faut des coûts gigantesques. Il y a forcément des risques de conflits sociaux et d'intérêts puisqu'il y aura des doublons dans les postes. Et parfois c'est l'Europe qui peut interdire les projets de concentration pour maintenir un niveau concurrentiel. Abordons maintenant les voies de la croissance externe. Il s'agit aussi pour vous d'acquérir du vocabulaire spécifique. On parle de croissance horizontale, synonyme de spécialisation, de stratégie de spécialisation, lorsqu'on passe par le rachat des concurrents. Exemple, Carrefour qui rachète Champion, Nike qui rachète Umbro. On parle de croissance verticale ou de stratégie d'intégration lorsqu'une entreprise cherche à acquérir en amont et en aval les autres entreprises dans sa filière, comme Intermarché ou Zara par exemple. On parle de croissance conglomérale, le mot-clé étant un conglomérat, c'est-à-dire un groupe aux activités diversifiées, synonyme de stratégie de diversification lorsque l'entreprise se diversifie sur plusieurs métiers. Ainsi, l'entreprise Bouygues est présente dans l'immobilier, dans la téléphonie, l'audiovisuel ou le bâtiment par exemple. Enfin, on parle de croissance internationale ou donc de stratégie d'internationalisation lorsque l'entreprise cherche à se développer sur les marchés étrangers.
Toutes ces stratégies ne sont pas exclusives les unes des autres. Bien souvent, malgré tout, l'entreprise commence par une stratégie de spécialisation pour aller vers la diversification ou éventuellement l'intégration, puis l'internationalisation. Après avoir évoqué la croissance interne, la croissance externe, voyons maintenant la croissance partagée lorsqu'il y a alliance entre plusieurs entreprises. L'idée ici est que des entreprises a priori concurrentes sur le marché mettent malgré tout en œuvre des ressources communes pour se développer. On distingue alors les alliances d'intégration conjointe, les alliances additives et les alliances complémentaires. Dans le cas d'alliances d'intégration conjointe, les alliés vont coopérer sur un élément de la chaîne de valeur. Par exemple, un moteur pour Peugeot et Renault, un châssis pour Peugeot, Citroën et Toyota. Dans le cas d'alliances additives, les alliés coopèrent chacun sur un élément de la chaîne de valeur, chacun apportant sa contribution au produit final, comme par exemple dans Airbus. Enfin, dans le cas d'alliances complémentaires, chaque allié coopère sur une étape distincte de la chaîne de valeur pour pouvoir arriver à un produit final, chacun ayant, dans ce cas, des ressources et des compétences distinctes. Avantage de la croissance partagée, la réalisation d'un projet qu'on n'aurait pas pu faire seul pour des raisons de coût ou de compétences manquantes, la création de synergies notamment, l'apprentissage mutuel entre les deux entreprises avec des risques financiers très limités, une possibilité de réversibilité, c'est-à-dire de couper à un moment donné l'accord entre nous, et le maintien de l'autonomie pour chaque entreprise. Des limites malgré tout, la difficulté à coordonner les 2 ou 3 entités, des risques de querelle qui prend le leadership dans la concentration, risque également de difficultés et d'asymétrie d'apprentissage, tout le monde ne va pas évoluer à la même vitesse, ou de sous-investissement d'un des alliés dans cette alliance. Deuxième point, abordons maintenant les grandes stratégies possibles pour les entreprises. Le titre Corporate Strategy comprenait à l'échelle de l'entreprise dans sa globalité. En partant de la définition, on peut dire que la stratégie consiste pour une entreprise à choisir ses activités, à allouer des ressources de manière à atteindre un niveau de performance durablement supérieur à celui de ses concurrents dans ces activités-là, et dans le but de créer de la valeur pour l'entreprise et pour le client. On retrouve donc des piliers fondamentaux, la notion de création de valeur, tant pour l'entreprise que pour ses clients, l'affrontement concurrentiel, le choix de domaine d'activité et l'allocation de ressources pour y arriver. On peut distinguer 2 niveaux de décision stratégique, celle menée à l'échelle du groupe entier, le niveau corporate, ce qui va être vu dans cette vidéo, et celle menée au niveau des différentes business units de l'entreprise, ce qu'on appelle aussi les domaines d'activité stratégiques, ce qui sera vu dans la dernière vidéo, la vidéo 4. On peut le schématiser ainsi, la corporate strategy est menée à l'échelle de l'entreprise de sa globalité, décidée par les actionnaires de l'entreprise, alors que la business strategy est menée à l'échelle de chacun des domaines d'activité stratégique de l'entreprise, chacun des DAS. Dans l'exemple, il n'y en a que 2. Une entreprise peut être mono-DAS ou être présente sur un grand nombre de domaines d'activité stratégique différents. L'entreprise sera donc amenée à faire des choix stratégiques, de développement par croissance interne, externe ou partagée, ou de désengagement. Nous allons maintenant présenter les 2 grandes stratégies à l'échelle corporate, la stratégie de spécialisation et celle de diversification dans la typologie de Igor Antsov. 3 configurations correspondent ici à la stratégie de spécialisation. La pénétration de marché qui consiste à vendre des produits actuels sur les marchés actuels. Le développement de marché qui consiste à vendre les produits actuels mais sur de nouveaux marchés, ou le développement de produits qui consiste à vendre des produits nouveaux mais sur nos marchés actuels. Lorsqu'il s'agit à la fois de marchés nouveaux et de produits nouveaux, on parle d'une stratégie de diversification. Ainsi, en résumé, selon Antsov, 2 directions stratégiques sont possibles pour l'entreprise, le développement par spécialisation ou par la diversification. Quant à la spécialisation, 3 voies stratégiques sont possibles, la pénétration de marché, le développement du marché ou le développement de produits. Commençons par la stratégie de spécialisation. Celle-ci consiste pour une entreprise à concentrer son développement sur un seul DAS, un seul domaine d'activité, en anglais Business Unit, de façon à obtenir un fort avantage concurrentiel. Pourquoi préférer la spécialisation ? Peut-être que sa taille et ses moyens financiers ne lui permettent pas de se diriger vers d'autres métiers.
Peut-être est-ce la meilleure façon d'atteindre rapidement la taille critique. Dans tous les cas, elle a l'avantage de rester sur un métier qu'elle maîtrise bien. La première des trois options dans la stratégie de spécialisation est celle de pénétration du marché. L'objectif est ici d'augmenter les parts de marché de l'entreprise, d'augmenter globalement la demande sur son marché. Cela passe majoritairement par des opérations marketing. Deuxième option, la stratégie de développement du marché. Il s'agit cette fois de rechercher de nouveaux débouchés, de nouveaux clients, de nouveaux segments sur le marché. Exploiter par exemple la clientèle des professionnels si on vendait pour l'instant à des particuliers, ou l'inverse. La troisième et dernière option dans la stratégie de spécialisation est celle du développement de produits. Il s'agit donc de proposer à la clientèle actuelle des produits ou services nouveaux. Soulignons quelques intérêts d'une stratégie de spécialisation. Bien sûr, générer auprès des clients une image de spécialiste, obtenir rapidement des économies d'échelle, des diminutions de coûts du fait de l'effet d'expérience. Limite importante en étant spécialisé et sans doute trop spécialisé, la vulnérabilité de l'entreprise en cas d'évolution défavorable de ses marchés, la difficulté à s'adapter aux changements, le manque de réactivité face à l'apparition d'un produit de substitution, par exemple développé par un concurrent. À nouveau, les petites vidéos du site Xerfi qui mettent en avant cette fois-ci comment le risque d'une trop grande spécialisation peut conduire en fait à l'échec. Deuxième stratégie de croissance possible, la diversification. Elle correspond à l'engagement de l'entreprise dans de nouveaux domaines d'activité stratégiques. Plusieurs objectifs possibles pour l'entreprise: préparer son futur, utiliser des capacités de production qui étaient inexploitées jusqu'alors, saisir de nouvelles opportunités, contrer un concurrent, augmenter sa rentabilité, mieux exploiter des synergies par exemple. Pour exemple, les banques se sont tout d'abord diversifiées dans l'assurance, puis dans la téléphonie, aujourd'hui dans la surveillance de la maison. Dans ces trois cas, la diversification s'appuie sur une compétence clé des banques, la maîtrise de la gestion des données. Intérêt de la diversification, essentiellement la répartition des risques sur plusieurs activités, mais également des effets de synergie lorsque les domaines d'activité restent assez proches, l'acquisition, la maîtrise de nouvelles technologies, de nouveaux métiers, de nouvelles compétences. Il existe par ailleurs des limites à la diversification, notamment la dilution de l'identité de l'entreprise vis-à-vis de son actionnariat, le risque d'échec dans la nouvelle activité avec des répercussions sur l'ensemble du groupe, la complexité de gestion, les coûts élevés induits pour cette diversification. Les années 80 ont correspondu à une grande période de diversification de la part des grands groupes. A l'inverse, depuis une vingtaine d'années, la plupart cherchent à se recentrer sur leur métier d'origine, pratiquant ainsi une stratégie de recentrage ou de désengagement. Dernière partie pour ce dossier sur les stratégies, la stratégie d'internationalisation. L'internationalisation correspond à une stratégie de l'entreprise de développement en dehors de son marché national, pour diverses raisons. Celles-ci peuvent être liées à la volonté de diminuer les risques pour l'entreprise ou de mieux les répartir. Ceux-ci peuvent être liés au cycle de vie du produit, ainsi un produit n'est pas forcément en même phase de son cycle en France ou à l'étranger. Le risque peut également être lié à la conjoncture économique, parfois plus favorable dans certaines régions du monde. Autre risque, celui de dépendance, notamment par rapport à une matière première clé. Ainsi, la diversification géographique permet de le réduire. Risque encore lié au niveau de concurrence nationale, alors qu'il est peut-être moins prononcé à l'étranger. L'entreprise peut encore chercher à s'internationaliser pour rechercher des avantages concurrentiels, notamment s'implanter là où se trouvent ses matières premières, là où les coûts salariaux seront plus faibles, là où peut-être le niveau de productivité du travail et de qualification sera plus élevé, parfois encore du fait des incitations financières et fiscales du pays d'accueil, notamment dans les zones franches ou paradis fiscaux. Les raisons sont parfois liées au marché d'origine. Par exemple, lorsque le marché est saturé, les gains de part de marché deviennent alors très difficiles, ou encore du fait d'une réglementation qui limiterait le développement de l'entreprise. Les raisons viennent parfois également des marchés étrangers. Les entreprises concurrentes étant déjà présentes à l'étranger, il est important d'y aller aussi, et parfois, l'implantation directement à l'étranger est la seule façon de contourner le protectionnisme du pays. Ainsi, il est plus facile de vendre sur le sol des États-Unis que d'exporter depuis la France. Avant d'envisager une stratégie d'internationalisation, plusieurs questions vont se poser à l'entreprise.
Quel pays cibler en fonction de l'ampleur du marché, de son accessibilité, tant physique, commerciale qu'administrative, en fonction du risque pays d'un point de vue politique ou économique. Le choix également du produit, puis-je garder le produit français, créer de nouveaux produits adaptés spécifiquement pour le marché à l'étranger? Faut-il adapter le produit vendu en France? Quelles sont alors les étapes du développement à l'international? La première étape consiste à exporter depuis son pays d'origine. La seconde, à s'implanter tout d'abord de manière légère par un réseau de distribution ou la création de filiales de distribution, puis plus tard par la création de filiales de production. L'entreprise deviendra alors multinationale. Certaines entreprises font de l'exportation directe, seules, depuis la France, du fait de leur service export. D'autres pratiquent l'exportation indirecte en ayant recours à un intermédiaire sur le pays de destination, bien souvent un agent commercial. Enfin, certaines font une exportation de manière concertée en créant un groupement d'exportateurs, type un GIE. À titre d'exemple, les exportateurs de muscadet dans la région nantaise exportent leur vin blanc grâce à un GIE au travers donc de tous les États-Unis. Intérêt de l'internationalisation, bien sûr trouver de nouveaux débouchés et mieux répartir les risques par rapport à votre pays d'origine. Les limites restent cependant nombreuses en fonction du pays choisi, ainsi l'ouverture du marché, le pays est-elle peut-être très protectionniste? Est-ce que vos produits seront acceptés ou y a-t-il un nationalisme fort dans le pays d'accueil? Il y a aussi toujours un risque d'échec, notamment du fait d'une mauvaise connaissance du marché en amont. De très nombreux organismes sont là bien sûr pour épauler les entreprises françaises qui veulent s'internationaliser, notamment la COFAS, la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, qui présente de manière régulière, ici pour février, le risque vis-à-vis des différents pays potentiels. Le risque apparaît donc ici extrême en 2020 pour des pays comme le Venezuela, la Libye, le Soudan, l'Iran par exemple, alors qu'il est très peu élevé pour toute l'Amérique du Nord et une grosse partie de l'Europe. Voilà, ceci clôture la troisième vidéo. Il nous restera à aborder dans la quatrième les stratégies menées non pas au niveau de l'entreprise dans sa globalité, mais au niveau de chacun de ses domaines d'activité stratégiques.